Bonjour à toutes et à tous. Euh, Vous me voyez avec la voix un tout petit peu agacée, parce qu'en fait, ça fait, je pense, 30 minutes que je parlais dans le vide, mon micro n'était pas relancé, suite au test que j'avais fait effectuer avant de commencer cet enregistrement. C'est pas grave, c'est pas grave du tout. Donc premièrement, je souhaite m'excuser devant vous à nouveau, comme d'habitude, pour le délai considérable qu'il y a entre chacune de mes vidéos. C'est pas que j'ai pas envie d'en faire, au contraire, c'est juste qu'en fait, malheureusement, ce n'est pas l'activité que je priorise en ce moment, et depuis même de nombreux mois. Effectivement, tout de même, l'année 2020 est particulière et bouscule beaucoup nos emplois du temps. J'ai reçu un message très gentil la semaine dernière de quelqu'un qui se reconnaîtra, je le mettrai, je vais noter son nom là, parce que je l'ai plus en tête, mais je vais noter son nom, qui me demandait si j'allais reprendre les vidéos, et notamment sur les Stormcast Eternal. Oui, donc voilà, je le fais, bien entendu. J'y pensais depuis un bout de temps. Donc on va parler des Stormcast Eternal. Sachant que là, je vais pas faire une vidéo qui va se concentrer unité par unité, mais je vais faire une revue des Stormcast Eternal en fonction de notamment leur coût en points qui a été mis à jour en juin dernier ou juillet dernier avec le manuel du général 2020. Je vais axer cette vidéo en 3 parties. Première partie, je vais reprendre avec vous tous les War Scrolls d'unité. Dans la seconde partie, je vais reprendre avec vous les bataillons. Et dans la troisième partie, je vais vous présenter moi les listes d'armées que je joue personnellement. Et puis de toute façon, toutes les voilà, chaque chose que je dirais, chaque unité, chaque War Scroll, etc., chaque bataillon seront agrémentés de mes commentaires et de mes critiques personnelles et mon analyse plus ou moins objective, bien entendu. Alors, la première unité, donc bien sûr on va commencer par les unités nommées, qui sont donc, il y en a un certain nombre, mine de rien. Bon déjà les Stormcast Eternal ont cet avantage d'avoir beaucoup d'unités de base, et en plus d'avoir beaucoup d'unités de type héros, et encore plus, et même notamment d'unités nommées. La première figurine de cette armée, c'est le Stamp Prime. C'est une unité qui a baissé en points, qui aujourd'hui est à 300 points. À l'origine, il était à 340 ou 360, je vais vous dire ça tout de suite. Avant, il était à 340 points, donc il a baissé de 40 points. C'est très bien. À l'époque, c'était une unité qui était jouée régulièrement, pas souvent, mais régulièrement. Et aujourd'hui, donc c'est une unité qui est jouée vraiment souvent. Pride disait là donc sur Wargame Studio, French Wargame Studio, que lui c'était une unité qu'il jouait quasiment systématiquement, et même dans n'importe quelle armée de type Order, il était capable de trouver 300 points pour la positionner. C'est une unité qui est très forte, notamment parce que il a la frappe en profondeur de base dans son War Scroll, c'est-à-dire que même quand il est utilisé comme allié dans une autre armée, il peut arriver en frappe en profondeur. Il a son aptitude sceptre de chute de comète qui en fait une unité d'artillerie très intéressante, sans qu'il ait le mot-clé artillerie. Bien entendu, il n'est pas utilisé que pour ça, mais c'est un plus. Il a également des bonus, là, la fameuse planétaire des parcs célestes, qui est très intéressant. Bon, à côté de ça, il offre un bonus de bravoure à toutes les unités de l'ordre, des choses comme ça. Donc voilà. C'est une figurine qui a perdu 40 points, qui vaut son coup, qui est intéressante. Bon, elle a que 8 blessures. On pourrait considérer que c'est peu, moi personnellement je la verrais bien à 10, mais bon, sachant que c'est une unité nommée, c'est-à-dire qu'on ne peut que le synergiser avec des aptitudes de commandement ou des sorts ou des prières, on ne peut pas lui filer d'objets magiques, il peut être un peu fragile. Bien sûr, il porte le marteau Galmaraz, un marteau qui cogne fort à partir du moment où au moins on a la patience de le faire venir au tour 2 et pas au tour 1, vous savez qu'il prend 2 points d'attaque sur ce marteau pour chaque tour où on patiente avant de le faire venir sur le champ de bataille. Ensuite vient l'un des grands gagnants de cette mise à jour des points, c'est Aventis Firestrike, le magistère de Hammerhall. Alors lui, là on rentre dans toute la série de personnages nommés qui sont affiliés au Hammer of Sigmar, donc au chapitre spécifique des Hammer of Sigmar. Ce que ça veut dire principalement, c'est que la synergie que ce personnage et que les autres personnages nommés apportent sont majoritairement spécifiques au Hammer of Sigmar, et que eux-mêmes, en fait, très souvent ne peuvent être synergisés que par du Hammer of Sigmar. Alors, pourquoi je dis que Aventis Firestrike, c'est l'un des grands gagnants
de cette remise en question des points, enfin de cette mise à jour des points, c'est qu'à l'avant, il coûtait 360 points, aujourd'hui il en coûte que 300, donc ça veut dire qu'il y a quand même une baisse de 60 points, c'est une baisse importante. Je rappelle que s'il est joué dans une armée City of Sigmar citée Hammerhall, et bien sa présence sur le champ de bataille, enfin dans l'armée, fait que on gagne gratuitement un point de commandement supplémentaire, donc 50 points, c'est pas rien. Donc ça veut dire que c'est vraiment un must-have pour, même si c'est pas la City de Sigmar qui est la plus jouée, là ça devient, voilà, on gagne 60 points, 60 points c'est beaucoup, surtout dans une armée comme chez City of Sigmar, on peut avoir des unités très intéressantes à moins de 100 points, ça fait gagner des choses intéressantes, notamment par exemple un sort persistant pour 60 points, voilà. Sachant que Aventis Firestrike, il n'y a pas que son coup en points qui est intéressant, c'est ses aptitudes, il en a un grand nombre, vous le voyez, il en a même beaucoup plus que le Célestant Prime précédemment. On constate qu'il a un mouvement de 14, donc il se déplace plus vite que le Célestant Prime, et qu'il a, lui, 10 points de vie, enfin 10 blessures. Et sachant qu'il a la même sauvegarde, bon, il a une bravoure de 9 au lieu de 10, mais on s'en fout. En vrai, il cogne suffisamment fort au corps à corps s'il fallait qu'il soit au corps à corps. En attendant, il a quand même une aptitude de commandement qui est très intéressante parce que, bon, elle ne concerne que les Hammer of Sigmar, mais elle ajoute un +1 au jet de blessure des unités Hammer of Sigmar, ou de l'unité, choisissez une unité, c'est ça, de l'unité Hammer of Sigmar qui est ciblée, donc il faut qu'elle soit entièrement à 12 pouces de Aventis, mais Aventis a un socle de monture ronde qui est assez grand, hein, donc il n'y a pas de problème en général pour faire rentrer une unité dans son truc. Et il ajoute donc un +1 au jet de blessure. C'est intéressant, pourquoi ? C'est intéressant parce que, en général, les aptitudes qui améliorent l'attaque des personnages, c'est quelque chose qui... On va améliorer la partie sur le toucher. Donc le +1 pour toucher, on relance les jets pour toucher, mais c'est plutôt rare, ou on relance les 1 pour toucher, mais c'est plutôt rare d'avoir une aptitude... de commandement ou une aptitude tout court qui permet d'apporter un bonus sur le jet de blessure. Donc voilà, il a ça pour lui. Il a ça pour lui d'être un personnage qui est donc plutôt résistant parce qu'en plus de ses 10 points de vie, il en régénère 1 à chaque tour. Bon, vous me direz, sur une partie à 5 tours, ça lui régénère que 5 points de vie. Mais bon, bah voilà. En général, les personnages qui régénèrent des points de vie, c'est sur un 4+, ou sur un 3+. Lui, il le fait automatiquement et c'est qu'un seul. Au-delà de ça, il a toutes les aptitudes que ont les personnages de type Lord Arcanum, donc les électriques primaires, les bonus cycle de l'orage, frappe météorique, alors sachant que lui, il a des aptitudes en plus parce qu'il monte un super bestiau Tauralion avec sa gueule si moche, mais c'est pas grave, c'est une créature super forte. Bon, il est nommé, on ne peut pas lui donner d'objets magiques en plus, sachant que les aptitudes de monture des Tauralions sont quand même pas mal. On verra ça dans la deuxième partie de vidéo. Donc, voilà, Aventis Firestrike, je sais que c'est un personnage que j'ai vu sur internet des listes d'armées qui envisageaient même de le jouer dans des armées non Hammer of Sigmar, tellement ses aptitudes sont intéressantes et que c'est un personnage, donc un héros de niveau 2. Bon bah effectivement, on peut pas bénéficier de son aptitude de commandement qui, elle, ne booste que les Hammer of Sigmar, mais voilà, on considère que c'est un personnage à 300 points qui est devenu vraiment, véritablement intéressant. Ensuite vient le personnage de Aestria Solbright, qui est une figurine qui s'est beaucoup vendue, parce que elle est jolie, elle est sympa, c'est une figurine qui se monte facilement, c'est une figurine qui permet également du coup d'être jouée, bien entendu, comme son homologue en non nommé, en Lord Arcanum. Elle a un petit peu plus de règles, l'intérêt c'est qu'elle a une aptitude de commandement qui synergise pas mal les unités de type sacro-sainte, avec voilà, une spécification pour les évocators, les castigators et les séquitors. C'est un personnage de sorcier de niveau 1, mais elle a 7 points de vie, un mouvement de 12 et une sauvegarde de 3, ce qui en fait un personnage plutôt résistant. Le truc aujourd'hui, c'est qu'elle est passée, je crois qu'elle a perdu 10 points à peine. Aestria Solbright, elle est passée de 220, je crois, à 210. Je vais vous dire ça tout de suite. Ou 200 200, elle a perdu 20 points. Elle a perdu 20 points. Personnellement, je considère que ça lui va. Je la verrais même à 190 points, personnellement.
Voilà. Mais ça reste un personnage intéressant, on n'oublie pas, il est nommé, il est marqué Hammer of Sigmar. Ça veut dire que, notamment, son aptitude de commandement synergise que des unités spécifiques des Sacro-Saintes, mais en plus, il faut qu'il soit Hammer of Sigmar. Voilà. Donc c'est pour ça que je trouve qu'elle coûte encore un peu cher. Ensuite vient une figurine que j'aime bien, qui est Vandus Hammerhand. Vandus Hammerhand, donc c'est le Célestin Prime nommé sur Dracoth. C'est la figurine qui est initiale de l'histoire des Stormcast Eternal de la toute première boîte de sortie. Il a des compétences intéressantes. Qu'est-ce qu'il a pour lui de particulier? Il a pour lui de particulier que il a donc un mouvement de 10 et 7 blessures, mais c'est son souffle de l'orage de son Dracoth. Son souffle de l'orage de son Dracoth est une aptitude et n'est pas une arme de tir, à la différence des autres Dracoth. Je fais ça parce que c'est là que j'ai des figurines de Dracoth. À la différence des autres Dracoth, dont c'est une arme de tir, donc il peut être soumis à des malus ou des aptitudes qui peut les booster ou quoi que ce soit, mais surtout à des malus, au tir, au couvert, etc. Lui, ce n'est pas le cas, c'est une aptitude. Donc voilà, donc sur un 4+, il touchera, il y a toujours 50% de chance de toucher plusieurs unités à 2 pouces de son point d'impact. Donc ça c'est, je pense, malgré tout, assez bien. Et il a son aptitude de commandement qui est vachement bien, puisque elle booste toutes les unités Hammer of Sigmar qui sont dans un rayon de 12 pouces autour de lui, entièrement dans un rayon de 12 pouces autour de lui. Bien entendu, on l'a dit, c'est Hammer of Sigmar. Les Dracoths sont sur des socles de monture monstrueuses, hein, ce sont les plus gros socles de monture, il y en a 3 des socles de monture. Il y a entre guillemets, si je puis m'exprimer ainsi, le socle de monture monstrueuse, le socle de monture de type cavalerie lourde, et le socle de monture de type cavalerie légère, qui sont à chaque fois un peu plus petits ou un peu plus grands, ça dépend de quel point de vue vous vous mettez. Sachant que naturellement, Vandus Hammerhand, pour toutes les unités qui sont entièrement à 24 pouces de lui, elles sont immunisées à la déroute. Voilà, tout simplement. Sachant, alors là où le bas blesse, c'est que Vandus Hammerhand, pour moi, même s'il a perdu en coût en points, il reste encore beaucoup trop cher. Initialement, Vandus Hammerhand coûtait 280 points. Aujourd'hui, il en coûte 260 points, c'est-à-dire qu'il n'a perdu que 20 points. Pour moi, c'est une figurine qui aurait dû perdre au moins 40 points, c'est-à-dire être à 240 points. Et c'est-à-dire qu'en fait, même très clairement, si Astria Solbright est à 200 points, je ne comprends pas pourquoi Vandus Hammerhand lui-même ne serait pas également à 200 points ou 210 points. C'est-à-dire que il n'est pas plus résistant qu'elle, alors qu'il c'est un guerrier de corps à corps par principe, et elle c'est une sorcière. Elle a le bonus, elle a la chance d'être une sorcière, lui ce n'est pas le cas. Et en fait, proportionnellement, elle cogne quasiment aussi fort que lui au corps à corps. À peu de choses près, hein, je vais vous montrer, je vais vous mettre très très brièvement les deux Warscrolls côte à côte, et vous allez voir en fait, leurs caractéristiques sont sensiblement les mêmes. Vous allez me dire, oui, mais Aestria, elle a un D3 dégâts, mais oui, mais elle a 4 attaques. Lui, il a 3 dégâts, mais c'est sur que 3 attaques. Donc, effectivement, il a le bonus, il est blesse sur 2+, et elle sur 3+. Vous allez me dire, tout ça, ça fait un cumul de différences qui est intéressant. Oui, malgré tout, elle se déplace plus vite que lui, c'est une sorcière, etc., etc. Bon bref, je trouve que il n'y a pas de raison, en fait, en termes d'impact et de puissance au corps à corps ou quoi que ce soit, d'en faire une figurine aussi chère comparativement à son homologue sorcière. Donc voilà, pour moi, c'est une figurine qui coûte encore, je le dis, 50 points trop cher. Malheureusement. Ensuite vient Niv Black Talion. Niv Black Talion, c'est l'équivalent du Knight Zephyros, je crois. C'est l'assassin, clairement, des Hammer of Sigmar. C'est une figurine qui a été mise en avant lors de la seconde campagne qui opposait cette fois-ci les Stormcast Eternal à Nurgle pour la reconquête du Jardin de la Vie ou du Jardin de l'Espoir, qui a vu l'arrivée, le retour, la présentation de la déesse des Sylvanettes. J'ai oublié son nom, hein, je vous fais confiance pour mettre son nom
en dessous. Je surveille mon temps de parole. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur Niv Black-Talion, notamment en la comparant avec son homologue non nommé? Bon, effectivement, elle ne peut pas avoir d'objet magique, mais c'est pas grave parce qu'elle tape un peu plus fort que son homologue non nommé. Enfin, elle a plus d'attaque. Et elle a un point de vie en plus, hein. Elle a une blessure de 6, ce qui est intéressant à noter parce que, en général, les unités à pied ont une blessure de 5. Elle a une blessure de 6. Comme elle fait partie de l'ensemble des personnages de type Angelos, des Vanguard, eh bien, voilà, elle a un mouvement de 6 pour être équilibrée avec eux, même si là, c'est pas marqué ni Angelos ni Vanguard. Donc Niv Black-Talion, c'est un personnage qui avant coûtait 120 points et qui aujourd'hui en coûte 110, si je ne dis pas de bêtises. Je vous le confirme, 120 points. Et maintenant 110, elle a perdu 10 points. Pour moi, elle est encore 10 points trop chère, de mon point de vue personnel. Voilà, elle est encore 10 points trop chère, notamment parce que même si elle peut poursuivre, même si elle peut suivre les griffes chargeurs gratuitement quand ils font leur mouvement 3d6, en fait, je pense que c'est un personnage qui n'est intéressant que si on peut s'assurer qu'elle réussisse sa frappe en profondeur pour aller atteindre des figurines isolées. Et il faut vraiment être un joueur peu expérimenté pour laisser des figurines isolées. Ensuite vient l'un des personnages qui a été l'un des plus populaires de la seconde partie de... Je sais pas s'il est sorti lors de la V1 de Age of Sigmar, en tout cas pendant la V2 il était très populaire chez les joueurs Stormcast. Je parle bien sûr de Gavriel sur Hearth, le héros qui permet d'apporter un bonus non négligeable et cumulable avec son aptitude de commandement à la charge pour les unités Hammer of Sigmar, toujours, bien entendu. Donc c'est un personnage qui, à l'origine, il me semble coûter 100 points, c'est ça, il coûtait 100 points, et aujourd'hui, Gavriel sur Hearth, il en coûte, je crois qu'il a pris 20 points. Voilà, il a pris 20 points. Bon écoutez, je suis perplexe parce que ça reste un personnage nommé, donc avec lequel on ne peut pas apporter d'objet magique. Il a 5 points de vie, mouvement de 5, bon, il est stable au niveau de ses caractéristiques. Il conne pas hyper fort au corps à corps, hein, 3 attaques, 3+3+, perforation de 1, 2 attaques, enfin 2 dégâts. Il est vraiment joué pour son habitude de commandement. Pour ceux qui ne savent pas, je vous explique brièvement comment ça fonctionnait, ou comment ça fonctionne tout court. On met Gavriel sur Hearth en frappe en réserve avec une grosse unité qui a une capacité d'impact au corps à corps importante. Donc par exemple, avant c'était une unité de paladin de type rétributeur avec leur marteau. On pouvait parfois même faire une unité de 10 rétributeurs pour s'assurer de l'impact, ou de 10 évocators. Aujourd'hui, c'est souvent joué avec 10 évocators. Et on fait tout arriver au tour 1 ou au tour 2 sur un flanc ou dans le dos de l'adversaire. Comme ça, on lui a bien mis la pression, il ne savait pas où ça allait arriver. Et on dépensait 100 points, donc 2 points de commandement, qu'on devait avoir forcément à disposition, pour s'assurer de rajouter donc plus 3 pouces en charge à l'unité en question, pour s'assurer qu'elle allait réussir sa charge et frapper avec impact dans l'armée adverse et lui faire tomber une partie de sa stratégie ou quoi que ce soit, tout ce qu'il fallait. Donc voilà, c'était une façon de jouer les Stormcast qui était assez populaire il y a encore quelques mois. Bon, je pense pas que le fait qu'ils prennent 20 points mette en péril cette stratégie. Oui, pour moi, ça... Oui, je pense qu'il vaut 120 points. Mais c'est con de dire ça, parce qu'en fait, s'il vaut 120 points... Non, j'ai une bêtise. En fait, ils ont sanctionné le fait que c'était une stratégie qui était beaucoup jouée, alors qu'en fait, finalement, c'est pas si fort que ça par rapport au reste des autres stratégies, des autres armées aujourd'hui qui peuvent faire énormément de charges tour 1. Donc c'est pas si fort que ça, sachant que lui, il a justement ce principe qu'il ne synergise que le chapitre des Hammer of Sigmar, et clairement, ce n'est pas le chapitre le plus agressif de tous. C'est un chapitre qui est basé sur des bonus à la bravoure, et sur la possibilité de faire revenir une unité de Liberator quand elle est détruite. C'est pas incroyable. Donc de toute façon... Gavriel sur Hearth, en fait, Valet, c'est son point.
je pense, sincèrement, en tant que personnage nommé, limité au Hammer of Sigmar. Ensuite vient ce qui fait la jonction entre les personnages de type héros et les unités nommées non héroïques. Je parle de Averon Stormseer et de ses Cursebreaker. Donc Averon Stormseer, c'est donc en fait un Knight Incantator nommé. Il coûtait à l'origine 300 points, aujourd'hui il en coûte 260 points, c'est-à-dire que il a perdu 40 points. Je considère qu'il est encore 50 points trop cher. Je vous explique pourquoi. Qu'est-ce qu'il a de particulier, Averon Stormseer? Il a exactement les mêmes caractéristiques qu'un Knight Incantator lambda, c'est-à-dire qu'aujourd'hui les Knight Incantator ils valent 120 points, ils ont perdu 40 points, ils ont perdu 20 points par rapport à l'origine. À l'origine, ils en valaient 140, maintenant ils en valent 120. C'est équilibré avec les autres armées où en général les sorciers de base valent tous entre 110 et 130 points suivant les armées. Bon, bah ils en coûtaient 140 avant, c'était peut-être un peu cher pour ce qu'ils faisaient, même si ça reste des unités très efficaces, on en parlera plus tard. Donc, Averon, qu'est-ce qu'il y a de particulier, de différent dans ces 120 points? La différence qu'il a, c'est qu'il est nommé, donc on ne peut pas lui filer d'objet magique, mais par contre il a un sort de base qui est un tout petit peu plus fort que le sort des Knight Incantator lambda. C'est-à-dire que il fonctionne pareil. Il faut faire un 7 pour le lancer, il a une portée de 18 pour cibler une unité ennemie, et celle-ci subit une blessure mortelle, et à partir du moment où on lui a infligé une blessure mortelle, on soustrait un au jet de course et de charge pour cette unité. La différence, c'est que pour lui, si l'unité est à moins de 6 pouces, et pas dans le delta de 6 à 18, mais qu'elle a au moins une figurine à moins de 6 pouces de lui, il inflige des 3 blessures mortelles au lieu de une fixe. Voilà, c'est la seule chose qu'il y a de particulier, qui fait qu'il a... Voilà. Pour moi, c'est à peine équilibré avec le fait qu'il ne puisse pas porter d'objet magique. C'est-à-dire qu'en fait, en vrai, je trouve que si un Knight Incantator vaut 120 points parce qu'il peut avoir des objets magiques, sachant que les objets magiques des Sacro-Saints sont très intéressants, eh bien, lui, le fait qu'il ne puisse pas en avoir, je trouve que malgré le petit bonus sur son sort, il reste inférieur à un Knight Incantator. Donc, bon, acceptons, ok, on va dire que personnellement il vaut 120 points. Il est accompagné de 2 évocators. Ces 2 évocators, donc ça veut dire que à 120 points, on est à 260, et ben ils valent 140 points. Donc 70 points figurines. Ils ont un mouvement de 5, ils ont 3 blessures, une sauvegarde de 4+, et une bravoure de 8. C'est exactement le genre de statistiques qu'ont les évocators lambda. Les évocators ont 3 blessures, un mouvement de 5, une sauvegarde de 4+, et une bravoure de 8. Donc pareil. La seule différence, c'est que les évocators, à l'origine, ils valaient, je crois, je vais vous le dire, 200 points pour 5 figurines. Donc ça c'est facile, ça faisait 40 points figurines. Et aujourd'hui, je crois qu'ils sont montés à 220 points. Évocator, 210 points. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ils valent 42 points figurines. Donc voilà, ils valent 42 points figurines, eux, ils en valent 70. Bon bah, c'est pas possible. Hein. C'est-à-dire qu'en fait, pour être gentil, on pourrait les faire monter à 45 points fig. Donc, ça veut dire qu'en fait, au lieu de coûter... Et ben quoi là, donc on est à... Au lieu de coûter 140 points, il devrait en coûter 90, au mieux. Donc voilà, donc c'est-à-dire qu'en fait, au total, 260 points, c'est une unité qui en devrait en coûter 210 maximum. Voilà, Averon Stormsire et ses Cursebreaker. Donc voilà, encore une fois, c'est une unité qui coûte trop cher. C'est dommage. C'est dommage, sachant que, comme je vous le disais, ce sont des Hammer of Sigmar. Ensuite vient les Stuhlhurt champions. La déception, c'est une unité qui, par principe, j'aime beaucoup, que j'aimerais beaucoup pouvoir jouer, mais qui, bien sûr, n'est pas jouable. Elle n'était pas jouable avant, elle l'est encore moins aujourd'hui. Alors, qu'est-ce que c'est que les Steelheart champions? Les Steelheart champions, c'est donc cette fameuse unité qui m'avait apporté tellement d'espoir au tout début, lorsqu'ils avaient été annoncés. Je me suis dit, ouais, on va avoir l'arrivée de ces fameuses unités de renom
comme à l'époque de Warhammer Battle, ces unités nommées mais qui vont avoir des aptitudes hyper intéressantes. Ils ont des aptitudes sympas mais c'est pas foufou, pas besoin de revenir dessus. Qu'est-ce qui se passe? C'est qu'ils coûtent 100 points, ils coûtent toujours 100 points, leurs points n'ont pas été modifiés. Ce sont supposément ce sont des libérateurs, mais leur version lambda, qui déjà à l'époque de 100 points était beaucoup plus intéressante que eux, aujourd'hui les libérateurs lambda, eux, valent 90 points, c'est-à-dire qu'on comprend même pas qu'ils soient pas descendus à 90 points, et voilà, sachant qu'en fait le problème c'est que déjà à l'époque, pour les équilibrer avec une unité de libérateur lambda, il aurait fallu qu'au lieu qu'ils aient 2 points de vie, ils en aient au moins 3 points de vie pièce, et éventuellement un petit peu plus de... Ah si, voilà, je sais exactement ce qu'il aurait fait, je me rappelle ce que je voulais dire. Pour qu'ils soient équilibrés à l'époque, il fallait qu'ils valent 90 points, qu'ils aient 3 blessures figurines, enfin 3 blessures pièces, et que dans une armée du chapitre Stormcast Eternal, ce soit des lignes. Donc là, ils ont rien de tout ça, ce sont des libérateurs, mais ce ne sont pas des lignes, et ils ont que 2 points par figurine, et ils valent 100 points, donc voilà, c'est trop cher. C'est trop cher, et c'est pas assez bon. Ensuite viennent les Farstrider. Les Farstrider, c'est une unité qui est un tout petit peu plus intéressante que les Steelheart champions, mais qui reste trop cher. Les Farstrider, à l'époque, ils coûtaient combien? 100 points pour 3 figurines. Aujourd'hui, j'ai bien peur qu'ils aient augmenté. Je vais vérifier vite fait. Non, ils valent toujours 100 points. Alors, qu'est-ce que ça veut dire qu'ils valent 100 points? Ah oui, c'est ça. En fait, c'est ça qui les rend pas intéressants. C'est qu'en fait, effectivement, donc ce sont des Hammer of Sigmar, et en fait, ils souffrent des mêmes problèmes que les Steelheart champions. Avant, donc eux, ils sont mis en comparaison avec les Vanguard Hunter. Avant, les Vanguard Hunter valaient 110 points, et eux valaient 100 points. Du coup, il y avait ce petit truc, ils valent 10 points de moins, mais toujours, on a ce problème qui fait qu'ils n'ont que 2 blessures et pas 3, et que dans une armée de Hammer of Sigmar, ils ne puissent pas compter comme ligne. C'est-à-dire qu'en fait, dans une armée de Hammer of Sigmar, si on avait eu un Lord Palador, donc celui qui est monté sur Griffe Chargeur, en général, et que donc ça avait été une armée Hammer of Sigmar, je me répète, eh bien, il aurait fallu que les Fast Riders puissent être pris comme ligne. Donc ça, c'est pas possible, ils ont que 2 points de vie, ils coûtent 100 points. Aujourd'hui, les Vanguard Hunter sont passés de 110 à 100 points. Donc voilà, décidément, c'est une unité, malheureusement, qui n'est pas intéressante encore aujourd'hui. On en a fini avec les unités nommées. On va passer maintenant aux unités simples héros. Donc voilà, on prend en compte que ces unités-là peuvent recevoir des objets magiques. On a le Lord Arcanum sur Thoralion. Donc le Lord Arcanum sur Thoralion, qui est donc en fait l'équivalent de Aventis Firestrike, mais non nommé. Donc il a des règles très intéressantes, mais inférieures quand même à celles d'Aventis. L'intérêt, c'est qu'il a une attitude de commandement qui est pas faux folle, en fait. La différence, c'est ça, c'est qu'il ajoute que 2 au jet de course d'unités sacro-saintes, qui sont entièrement à 18 de lui. Bon, c'est pas fou. Clairement, c'est pas fou. 2 en course, c'est pas fou. Voilà. Par contre, ça reste un essentiel niveau 2, avec tous les bonus apportés donc, du Lord Arcanum, et l'intérêt, donc, c'est qu'il monte un Thoralion, et que le Thoralion a des aptitudes de monture qui sont plutôt très intéressantes. Je vous en parlerai dans la seconde partie vidéo, comme je disais. Donc alors, combien ça valait un Lord Arcanum sur Thoralion? Ça valait 340 points, sachant que Aventis il en vaut 300 aujourd'hui. Combien vaut un Lord Arcanum aujourd'hui sur Thoralion? 280 points. Donc, ok, on conserve en fait cette différence de 20 points entre les deux. 280 points pour leur... Oui, écoutez, je pense que ça les vaut à peu près. Ça reste une figurine qui est efficace au corps à corps s'il y a besoin. C'est un sorcier de niveau 2, il y a des aptitudes qui sont quand même très intéressantes. Et en plus, on peut lui mettre un objet magique.
280 points, ça en fait une pièce centrale en tant que général pour votre armée, ou pas, hein, pas général d'ailleurs, je pense que c'est plus intéressant qu'il ne soit pas général pour qu'on puisse vraiment choisir l'objet magique qu'on veut lui mettre. Voilà, c'est une figurine de toute façon, qui impose le respect, elle est sur un socle rond monstrueux qui impose le respect. C'est une jolie figurine dans l'ensemble, même si on aime ou on n'aime pas la forme de la gueule du Taural. Ensuite vient le Lord Arcanum à pied, qui pour moi est une figurine qui n'a que peu ou pas du tout d'intérêt. En ce qui me concerne, je trouve que son attitude de commandement n'est peu intéressant. Elle permet de déplacer de 6 pouces supplémentaires un sort persistant, prédateur. Bon, moi je joue très très peu avec des sorts persistants, et quand je joue avec des sorts persistants, c'est rarement des sorts prédateurs. Donc, rarement, il y en a 2 des sorts prédateurs que je joue. Je vous les parlerai dans mes stratégies plus tard, mais en l'occurrence, je n'ai pas envie de jouer un personnage et de dépenser un point de commandement pour bénéficier d'un D6 supplémentaire pour déplacer un sort persistant. Bon, sachant que c'est un sorcier de niveau 1, Lord Arcanum, combien il vaut à pied? Pardon pour le bruit. Lord Arcanum, 180 points, aujourd'hui il en vaut combien? 150. Bon là il y a une baisse de 30 points, il les a pas volés. Il les a pas volés, clairement c'est ce qu'il lui fallait. Parce que c'est vraiment pas le meilleur sorcier. C'est vraiment pas le meilleur sorcier de cette armée. Le seul intérêt particulier, c'est qu'il y a le principe des électriques primaires qui fait que il booste le sort très magique. Mais en vrai, il y a tellement de trucs, tellement de sorts intéressants à lancer et à jouer, que clairement, et puis en plus avec les prêtres et tout, ce n'est pas le sorcier qu'il faut jouer. Clairement pas. Ensuite viennent les 2 options du Lord Arcanum sur Draconline et le Lord Arcanum sur Griff Charger. Le Lord Arcanum sur Draconline, c'est celui qu'on joue régulièrement, notamment parce qu'en fait on a acheté Aestria Solbright, qui est une jolie figurine, donc voilà. Et son truc à lui, c'est qu'en fait, son attitude de commandement, c'est pour booster spécifiquement les évocateurs sur Draconline, qui est une unité populaire, qui était chère, qui est toujours chère à mon humble avis, mais on en parlera plus tard. Enfin, c'est-à-dire qu'en fait, personnellement, je ne pense pas que ce soit la meilleure option, si on souhaite jouer des évocateurs, de les jouer sur Draconline. C'est un sorcier de niveau 1, il a les mêmes aptitudes, sinon par principe, que les autres Lord Arcanum, et personnellement, ce n'est pas le Lord Arcanum que je joue lorsque j'en joue un. C'est-à-dire qu'en fait, le Lord Arcanum sur Draconline, il coûte aujourd'hui 210 points, je crois qu'il en coûtait 220 ou 240 avant, je vais vous le vérifier. Il valait 240 points, effectivement, donc il a lui aussi perdu 30 points. Écoutez, il les vaut. Il les vaut, effectivement. Qu'est-ce que c'est que son intérêt? C'est qu'effectivement, il cogne un petit peu au corps à corps avec son Draconline quand il a chargé, grâce à son rugissement surnaturel et son bon tonitruant. De toute manière, on ne joue pas, entre guillemets, les 104 citernales pour faire des bravery bombes. Hein. Je rappelle, le principe de la bravery bombe, c'est de cumuler les malus à la bravoure des unités adverses pour avoir même un impact un peu faible. L'intérêt, c'est de faire retirer au moins 1 ou 2 figurines dans l'unité qui est ciblée, mais qu'elles perdent ensuite au test de bravoure un nombre conséquent de figurines. C'est comme ça qu'on joue une bravery bombe. Et ce n'est pas du tout un type de jeu qui correspond aux 104 citernales qui ont, eux, par contre, des bonus à leur propre bravoure, personnellement. Donc ensuite vient pour moi celui qui est plus intéressant, c'est le Lord Arcanum sur Griff Charger. Le Lord Arcanum sur Griff Charger, en fait ils ont le même mouvement, ils ont le même nombre de blessures, le même nombre de sauvegardes, le même nombre de bravoure. Paradoxalement, en fait, je trouve que le Griff Charger tape plus fort que le Draconline, parce que lui il a une perforation de 2 et pas une perforation de 1. Et que le Griff Charger, si tu fais un 6 pour blesser, et il t'inflige une blessure mortelle. C'est ça, c'est pour... Non, jet de touche, c'est le jet de touche, pardon. C'est le jet de touche, si on fait un jet de touche de 6, on inflige une blessure mortelle, et que l'attitude de commandement
du Lord Arcanum sur Griff Charger, elle synergise les Évocators, les Castigators et les Sequitors, donc c'est, je trouve, plus optimisé, enfin plus intéressant que uniquement les Évocators que synergise le Lord Arcanum. C'est un sorcier de niveau 1, donc il a tous les trucs, électrique primaire, etc. etc. Et les mêmes aptitudes. Sachant que lui, il a aussi baissé en points. Je crois pas qu'il ait perdu 30 points, je crois qu'il a perdu que 20 points. Il en valait 240. Vous allez me dire qu'il vaut que 210 points lui aussi? Non. Lord Arcanum sur 200 points. Donc lui, il a carrément perdu 40 points. Pardon. Il est devenu vraiment. Donc voilà, c'est vraiment pour moi celui qui, des 4, a gagné. Entre guillemets. Des 4 Lord Arcanum, pour moi, c'est vraiment celui qui est le plus intéressant. C'est celui sur Griff Charger. Sachant que les traits de monture de Griff Charger sont pas. Ils sont bien. C'est-à-dire qu'en fait, il y en a 3, je crois, 3 ou 4. Il y en a 2 qui sont bien. Et un qui est un petit peu lambda. Il y en a 2 en fait qui font un bonus au mouvement. Et il y en a un qui fait un bonus à l'attaque. Donc le bonus à l'attaque, je le mets pas sur lui, je le mets en général sur le Lord Palador, ça fait aucun doute. Et le bonus au mouvement, il y en a un qui lui permet en fait de lancer un dé supplémentaire, je crois, quand on fait le chevaucher les vents éthériques. Et l'autre qui lui fait un bonus en charge, ou en bonus en course. Ou un bonus en mouvement tout court. Bon, bref, quoi qu'il arrive, ça veut dire qu'en fait, on a quand même cette figurine qui est sur un Griff Charger, et le Griff Charger, il a ce fameux truc de chevaucher les vents éthériques, qui fait que en plus de son mouvement de 12, eh ben, il peut traverser quasiment le champ de bataille en une seule phase de mouvement. C'est super intéressant. Et c'est quelque chose que n'a pas le Lord Arcanum sur Dragonline Céleste, donc, et qui coûte plus cher. Donc pour moi, Lord Arcanum sur Griff Charger, c'est celui que je joue, si jamais je dois jouer un Lord Arcanum. Voilà, à 200 points, il les vaut carrément. Ensuite vient le Lord Aquilor. Tout à l'heure j'ai dit Lord Palador. Non, c'est les Paladors, ce sont ceux qui sont non-héros. Celui qui est héros, c'est le Lord Aquilor. Pardon. Donc le Lord Aquilor, il a un mouvement de 12, 7 blessures, une sauvegarde de 3, une bravoure de 9. Donc c'est-à-dire qu'en fait on a le même châssis de base que son homologue Lord Arcanum sur Griff Charger. L'intérêt, c'est que lui, quand il est pris en général, eh ben, ça permet de prendre des Vanguard Hunter en tant que troupe de ligne. C'est, j'ai envie de dire, presque son seul intérêt, parce qu'en fait, en vrai, ses caractéristiques sont pas faux-folles. Il cogne pas très très fort. Il cogne, mais c'est pas un orc, enfin, c'est pas un big boss orc. Qu'est-ce qu'il a pour lui d'intéressant? Ce qu'il a pour lui d'intéressant, c'est qu'il a baissé en points, comme vous allez me dire comme tous, mais on va quand même le rappeler. Donc le Lord Aquilor, il coûtait initialement 200 points, je crois qu'aujourd'hui il en coûte 180 ou 170, je vais vous dire ça tout de suite, il en coûte 170, donc il a perdu 30 points, ce qui est vachement bien. Qu'est-ce qu'il a pour lui Il a pour lui, en fait, son attitude de commandement, je vais vous la lire, vous pouvez utiliser cette attitude de commandement à votre phase de mouvement. Si vous le faites, choisissez une figurine amie avec cette attitude. Retirez du champ de bataille la figurine choisie ou une unité de Vanguard Hunter, Vanguard Palador, Vanguard Raptor ou Aetherwing, c'est-à-dire en fait toutes les unités qui sont de type Angelos, en fait qui sont des entre guillemets du chapitre des Vanguard, enfin du type des Vanguard, et on peut qui sont donc entièrement à 24 de lui, donc ça lui fait quand même une sacrée zone de sélection, donc une unité, et on la replace entièrement à 6 ou moins du bord de champ de bataille, et à plus de 7 d'une unité et demie, et pas à 9, ce qui est quand même assez intéressant, sachant que ce déplacement ne compte pas comme un mouvement. Alors, c'est quelque chose qui a été corrigé, normalement, ici, donc c'est bien dit. Aujourd'hui, là, ils disent que ça se fait à la phase de... Ouais, c'est ça, là, ils l'ont bien dit. Soit ils avaient oublié de le mettre là, soit ça a été et ça aurait été corrigé dans une FAQ, soit c'est directement là, c'est bien à la fin de la phase de mouvement. C'est-à-dire qu'en fait, c'est après que les mouvements aient été effectués, on peut déplacer une unité, et par ce biais-là, l'intérêt, c'est qu'en fait, si on prend les unités de Vanguard Raptor, eh bien, les Vanguard Raptor, notamment ceux qui ont les multi-arbalètes, eh bien, si on utilise ça pour les repositionner sur le champ de bataille sans qu'elles aient effectué un mouvement, un déplacement, eh bien, cette manière de déplacer l'unité ne compte pas comme un mouvement effectué, ce qui fait qu'elles peuvent bénéficier de leur bonus spécial à l'attaque, qui dit si vous n'êtes pas déplacé à ce tour-ci, vous avez plus une attaque ou plus 3 attaques, je crois que c'est un truc de fou. Voilà, donc en gros...
C'est vachement bien. Je crois qu'il passe de 6 tiers figurines à 9 tiers figurines, donc c'est vachement bien. Ouais, c'est ça, je crois qu'il passe de 18 tirs à 27 tirs. Donc c'est très très bien. C'est pour ça qu'on apprécie le Lord Aquilor, c'est pour cette aptitude de commandement là. Parce qu'il permet de jouer des hunters en ligne. Et moi, c'est notamment l'une des armées que j'aime beaucoup jouer. Je vous la présenterai en troisième partie de vidéo. Ensuite vient le Lord Célestin sur Dracoth. Le Lord Célestin sur Dracoth qui est pas trop mal. Malheureusement, je trouve personnellement qu'il perd en fait la comparaison avec son homologue nommé qui est Vandus à Hammerhand. Donc le Lord Célestin sur Dracoth, à l'origine, je crois qu'il valait 240 points ou 220 points, je vais vous le dire. Il valait 220 points et je pense qu'aujourd'hui il en vaut 180, je vais vous dire ça. Lord Célestin, où est-ce qu'ils sont? Ouais, c'est ça. Il en vaut 200, donc il a perdu que 20 points. Il a perdu que 20 points. Bon, je vous ai dit tout à l'heure que Vandus Hammerhand était trop cher. Vandus Hammerhand, il en vaut 260, donc en fait, il vaut quand même 60 points que Vandus Hammerhand, et pour autant, je trouve qu'il est moins intéressant. C'est-à-dire qu'en fait, quitte à prendre un Lord Célestin, je préfère autant en prendre un à pied que un sur Dracoth. Vraiment. Même si on peut lui filer un objet magique, tout simplement, en fait, parce que je trouve que son aptitude de commandement n'est pas intéressante. Son aptitude de commandement permet... pour toutes les unités amies à 24 pouces de lui, de être immunisées à la bravoure. Bon, écoutez, il y a tellement de manières aujourd'hui de s'immuniser à la bravoure. Là, le seul intérêt, c'est qu'au lieu de cibler une unité spécifique, c'est toutes les unités, c'est la seule chose que ça apporte. Au corps à corps, il frappe correct, mais c'est pas foufou. Enfin, ça c'est pas une bête de guerre, c'est pas une monstruosité de guerre. La seule chose qu'il a, en fait, c'est qu'il a vraiment un grand choix d'armement. Mais non, c'est pas à lui que j'ai... C'est vraiment pas une figurine avec laquelle j'ai envie de leader mon armée. Qu'est-ce qui lui manquerait pour qu'il soit... Bon, déjà, 200 points, c'est bien. Je pense qu'il lui manque au moins une blessure. Je pense que son attitude de commandement est correcte, mais finalement, c'est au niveau de son armement et de son impact au corps à corps que le bas blesse pour moi. C'est-à-dire qu'en fait, par exemple, je pense que son Dracoth, il devrait avoir 4 attaques et une perforation de 2. Et clairement, au niveau de ses armes et de son armement, il manque des dégâts ou il manque de la perforation. Ou tout simplement, en fait, il ne devrait avoir aucun 4+, pour blesser, que ce 3+, pour les glaives. Voilà. Sinon, les petites attaques, les petits bonus d'armement, bouclier, tout ça sont intéressants. Mais voilà, il manque un tout petit peu de tanking, il lui manque un point de vie, et il lui manque de l'efficacité sur son Dracoth, je pense. En fait, c'est très simple, je pense qu'il lui manque exactement la même chose qu'à Vandus Hammerhand. Le souffle d'orage de son Dracoth, c'est sur du 4+, je pense que ça devrait être sur du 3+. Voilà. Ensuite vient le Lord Célestin sur Stardrake. Alors, il y a, paraît-il, des gens qui le jouent. Bon, c'est une très belle figurine, hein. C'est une très grosse figurine, hein. Elle est incroyable cette figurine. C'est un dragon ouf de. Mais bon, bah alors combien il coûte ce bestiau? À l'époque, il coûtait, je crois, 450 sous. Lord Célestin sur. Bah non, il coûtait 560 points. 560 points, le truc, il vaut plus d'un quart de votre armée pour une armée de 2000 points. Et donc le Lord Célestin sur Stardrake, combien il coûte aujourd'hui? Ok, il en vaut 500 points, donc il a perdu 60 points, c'est pas volé. C'est pas volé parce qu'en fait, je le trouve pas foufou. Parce qu'en fait, la seule différence avec les autres, c'est que donc il a toujours une sauvegarde de 3+, et il a 16 blessures. 16 blessures, en fait, je trouve que c'est pas beaucoup. 16 blessures pour son coup en points à l'époque. Aujourd'hui, 500 points, je trouve que c'est encore un peu cher. C'est-à-dire qu'en fait, je pense qu'il lui manque au moins 2 blessures. Bon, après, les bonus de monture des Stardrake sont plutôt assez forts. Et donc voilà. Après, là, le truc, c'est que, pareil, on souffre de ce petit défaut qu'on a avec le Lord Célestin sur Dracoth. On a le choix entre marteau célestin ou lame fulgurée. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a le plus intéressant.
je crois que malgré tout, c'est le marteau célestin qui est le plus intéressant, parce que passer de 2+ pour blesser à 4+, c'est quand même, ça fait quand même une très 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 grosse différence d'impact, même si on ne fait que des 3 dégâts au lieu de 2. Vraiment, je n'ai quasiment 5 doute sur le fait qu'on joue cette figurine avec le marteau célestin. Oui, après, il y a vous allez me dire, la lame fulgurée. Si on fait un 6 pour toucher, on inflige 3 touches au lieu de 1. Mais comme il n'y a que 3 attaques, c'est pas foufou. Hein, on serait à 4-5 attaques, là je pense que ça vaudrait le coup. Enfin, la question se poserait. Moi aujourd'hui, je ne me pose pas la question, c'est trop random. Si jamais je devais jouer cette figurine, je la jouerais avec le marteau célestin. Le truc, c'est que c'était une figurine qui avant coûtait 560 points et aujourd'hui elle en coûte 500. Vous allez me dire, ça fait gagner un sort persistant ou au moins un point de commandement. Je suis tout à fait d'accord. Ça reste une figurine qui, pour que ça vaille concrètement le coup, il faut qu'elle soit synergisée. Ça veut dire qu'il faut tourner nos synergies de l'armée vers elle. C'est quelque chose qui fonctionnait à l'époque. C'est, j'imagine, quelque chose qui doit toujours fonctionner aujourd'hui. Je n'ai malheureusement pas d'exemple précis et concret à vous donner parce que c'est vraiment l'une des figurines pour lesquelles je ne me suis jamais beaucoup intéressé. Je n'ai en fait jamais fait de liste d'armées avec que j'ai trouvé intéressante, tout simplement. Voilà. Ensuite vient une figurine qui est donc le Lord Célestin à pied. Le Lord Célestin à pied qui était donc la figurine disponible dans la première boîte de Stormcast Eternal d'armée, donc qui était à 60€ ou 65€. Aujourd'hui, je pense plus que cette figurine est achetable par ce biais-là, puisqu'ils ont mis dans ce format-là le bataillon d'origine de la boîte de base, donc avec Vandus Anoren. Qu'est-ce qu'on peut dire sur cette figurine? C'est une figurine qui, à l'époque, valait 100 points, je crois. Il valait 100 points, et aujourd'hui, je crois qu'il a même baissé, alors que je considère pas que c'était nécessaire. Non, il vaut toujours 100 points, voilà, c'était pas nécessaire de le baisser, c'est une figurine qui est très bien. Donc, mouvement de 5, blessure 5, sauvegarde 3+, je pense qu'il lui manque quand même un point de vie, il devrait avoir une blessure de 6. C'est une figurine qui tape correctement au corps à corps, notamment grâce à son aptitude qui fait que lorsqu'il a chargé, il a plus une attaque. Il a quand même 6 attaques au corps à corps. C'est un peu dommage que son marteau touche sur du 4+, et pas sur du 3+. Son aptitude de commandement est intéressante, elle permet d'ajouter 1 au jet de touche pour les unités. Pour toutes les unités qui sont entièrement à 12 de lui. Bon, il a un socle de base de Stormcast Eternal, donc de 40 mm. En général, on arrive à synergiser au moins une unité. C'est toujours ça de gagner. C'est une figurine qui, par exemple, qui, par exemple, accompagne très très bien une unité de 10 évocators grâce à ça. Voilà. Et en plus, il a son petit bonus, sa cape de guerre de Sigmarite, qui, en fait, mine de rien, est plutôt en fait considérée comme une arme de tir, hein, même si c'est une aptitude, pas une arme de tir, mais qui est assez efficace, hein, puisqu'elle touche à 16 pouces une unité pour lui infliger... Ah, pardon, excusez-moi. Si, c'est ça, D6 touches, elle fait D6 touches, ce qui est pas mal. Ce qui est pas mal du tout. Et en plus, on peut lui filer des objets magiques, mais en général, on a plutôt envie de donner des objets magiques à nos sorciers, plutôt qu'à lui. C'est clairement pas la figurine qu'on va synergiser avec des objets magiques. Voilà une figurine qu'on va plus souvent synergiser avec des objets magiques, c'est le Lord Castellan. Le Lord Castellan qui est une figurine très populaire à juste titre, puisque elle apporte sa fameuse lanterne protectrice, qui fait qu'à la phase des héros, on choisit une unité Stormcast alliée et on lui rajoute un +1. Pardon, je vérifie. Si une unité Stormcast est choisie, ajoutez 1 au jet de sauvegarde, exactement, résultat qui suit l'unité. En outre, jusqu'à votre prochaine phase de héros, chaque fois que vous obtenez un 7+ pour un jet de sauvegarde, pour une unité qui cible l'unité choisie, vous pouvez guérir une blessure allouée à une figurine de l'unité. Donc, alors, comment on obtient un 7+? Si je ne dis pas de bêtises, c'est tout simplement... Ah bah c'est tout simplement parce qu'en fait, il faut faire un 6. Voilà, c'est ça. C'est qu'en fait, tu as un bonus de 1 au jet, et en fait, si tu fais un 6 sur l'unité qui a ce bonus, ça est considéré comme un 7+. Et voilà.
tu peux guérir une blessure. Son intérêt également, c'est que lui, et ben justement, il a 6 points de vie, enfin 6 blessures et pas 5. Pour une figurine qui est supposée être du soutien, il a quand même des caractéristiques correctes au corps à corps, puisqu'il a une portée de 2, et ce qui lui permet de taper au travers d'un socle de 40 mm, donc on peut le cacher derrière d'autres Stormcast. Il touche sur 3 attaques, 3+, perforation de 1, dégâts 2, c'est pas mal du tout. Je vous rappelle que même s'il avait beaucoup d'attaques, le Lord Célestant, auparavant, il n'avait qu'un dégât sur ses armes, même s'il en faisait 6. Proportionnellement, comme il avait du 4+, pour toucher sur l'une des deux, finalement, on pourrait presque se dire que le Lord Castellan tape quasiment aussi bien, sachant que le Lord Castellan, quand on le pose, on peut gratuitement poser un petit Gryph-hound, qui sont des figurines très 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 intéressantes, quoique un peu chères, quand on veut les jouer en unité. Donc l'intérêt du Lord Castellan, c'est, nous le verrons lorsqu'on passera aux objets magiques et au bataillon, c'est qu'il a donc sa fameuse lanterne protectrice. Quand elle est utilisée contre les créatures du chaos, c'est pas très intéressant, mais quand elle est utilisée avec les Stormcast pour leur booster l'armure, c'est intéressant. Et l'intérêt, c'est que du coup, il bénéficie également d'un type d'objet magique très spécifique, on les verra, et en général, ça vaut le coup. Ce n'est pas le seul qui est équipé d'une lanterne magique, il y a également son équivalent avec des ailes, et on verra ça un peu plus tard. Ensuite vient l'une des figurines mal aimées de ce Battle Tome, c'est le Lord... Alors attendez, pardon, excusez-moi. Le Lord Castellan, à l'époque, il valait, je crois, 140 points. Lord Castellan... Ah bah non, 100 points, autant pour moi. Et donc c'est aujourd'hui qu'il vaut 140 points ? Lord Castellan, 120 points. Il a pris 20 points. Il a pris 20 points et c'est pas volé, il les vaut. Il les vaut absolument. Il a pris 20 points. Bon, après, on gagnait tellement de points autour que, entre guillemets, en contrepartie, c'est pas grave si lui en a pris 20 points. La différence, c'est que par rapport à de nombreuses unités que j'ai citées auparavant, elles n'étaient pas nécessairement mises systématiquement dans notre armée. De base, par principe, comme les Stormcast sont une armée assez tanky sur la défensive, surtout aujourd'hui, on la joue beaucoup avec des aptitudes de tir et tout ça, le Lord Castellan a sa place dans notre armée, sachant qu'aujourd'hui on est sur une méta avec beaucoup d'armure, et bien pour tenir la cadence, il est intéressant d'avoir un Lord Castellan pour également avoir de l'armure dans nos unités. On aura l'occasion de faire une critique sur le fonctionnement du jeu actuel avec trop d'armure et du coup trop de blessures mortelles pour compenser. Je suis pas le seul à l'avoir dit, d'autres l'ont dit, beaucoup d'autres l'ont dit. C'est un défaut, c'est-à-dire qu'en fait, ils sont tombés dans le travers de Warhammer Battle, c'est-à-dire d'augmenter la résistance des unités en leur boostant l'armure, alors qu'en fait, c'est très simple, il fallait booster les blessures. En fait, je pense que ils se sont trompés lorsqu'ils ont sorti le livre d'armée Hammer of Sigmar et qu'ils ont ciblé l'humain de base comme ayant un point de vie. Je pense qu'il fallait dire que l'humain de base avait 2 points de vie, et que c'était les créatures de plus petite taille, telles que les gobelins, qui avaient 1 point de vie. Voilà, il fallait positionner l'humain de base à 2 points de vie, et en fait, en faire la valeur étalon, la valeur de base, c'est 2 points de vie, pour en fait rééquilibrer le niveau de tank, de résistance de toutes les unités sur ces fameux 2 points de vie. Et aujourd'hui, on ne se retrouverait pas avec autant d'unités qui ont des sauvegardes à 2+. Voilà. Ou qui peuvent les relancer trop de fois. Donc, je reviens à ce que je disais. Nous allons arriver sur la figurine mal aimée de ce Battle Tome, c'est le Lord Exorciste. Le Lord Exorciste, c'est le sorcier dont on n'a rien à foutre, parce que en fait, il est bien moins intéressant que ce soit mis en comparaison avec le Lord Arcanum ou le Knight Incantator, ou le Knight Incantor, peu importe. C'est un sorcier de niveau 1. Son bonus n'affecte que les démons ou les Night Hautes, ce qui fait que c'est quand même très très réduit. Hein. Les démons, vous allez me dire, il y en a plusieurs factions possibles. Les Night Hautes, c'est qu'une seule faction de la mort. Alors je vous dis ça, mais peut-être qu'une FAQ vient corriger ça. Je verrai ça lorsque je ferai le montage, je vous l'ajouterai là. Mais quoi qu'il en soit, dans l'état actuel, c'est pas intéressant. Et puis son sort, il est pas fou, même s'il se lance sur du 5+, il est pas fou. Le seul intérêt, c'est de affecter la bravoure des démons et des morts. Bon bref, en plus... malgré le fait qu'il ait une portée de 2 et qu'il ait 4 attaques,
en fait il a que des 3 dégâts, ce qui fait que c'est pas très intéressant. Non, vraiment, ce n'est pas le héros qu'on a envie de jouer, sachant que, donc, alors, le Lord Exorciste, à l'époque, il coûtait 140 points, vous vous rendez compte, 140 points, on est fou, et aujourd'hui, il en vaut 90, vous vous rendez compte, ils se sont bien rendus compte que c'était une figurine dont on n'avait pas grand chose à fiche, il a perdu 50 points, il est descendu en dessous de 100 points, c'est quand même intéressant de se rendre compte, voilà, il est descendu en dessous de 100 points. C'était une figurine qu'on ne jouait pas à l'époque, et je pense que c'est une figurine que malgré tout, on ne jouera pas aujourd'hui, parce que même si ça fait un sorcier à 90 points, et ben mine de rien, il a que ça pour lui, en fait, d'être un sorcier, parce que tout le reste, c'est pas fou. Enfin, d'être un sorcier avec 5 points de vie et une sauvegarde de 3+, mais c'est tout. Ensuite vient le Lord Ordinator, qui est tellement apprécié par les gens qui avaient qu'une seule envie, c'était de jouer de l'artillerie. Alors, mine de rien, c'était quand même un personnage qui tape correctement en corps à corps. Mais il est tellement intéressant. Pourquoi? Il est très, très intéressant parce que améliore les machines de guerre de l'ordre et pas que des Stormcast éternales. Et son aptitude de commandement, c'est vous pouvez utiliser cette aptitude à la phase de déroute. Si vous le faites, choisissez une figurine amie avec. Ok, bon, c'est pas bien. L'aptitude de commandement, c'est de la merde. En fait, on le joue uniquement pour son aptitude ingénieur kabbaliste. Ajouter 1 au jet de touche pour les attaques effectuées par les machines de guerre tant qu'elles sont à 9 ou moins de 1 ou plusieurs, donc ce n'est pas cumulable. Lord Ordinator. Le Lord Ordinator, à l'époque, il valait 140 points, ce qui est un peu cher, je trouve. Et aujourd'hui, il en vaut toujours 140 points. Notamment parce que je trouve que son aptitude de commandement n'est pas bien. Je pense qu'il vaut 20 points de trop. Au moins. Ensuite vient l'un de mes personnellement petits chouchous, c'est le Lord de Veritan. Le Lord de Veritan, pourquoi? Bien parce que il a 6 points de vie, un mouvement de 5, une sauvegarde de 3+, mais je le redis, 6 points de vie et pas 5. C'est un prêtre, et les prières des Stormcast sont très intéressantes. Et en plus, c'est un anti-sorcier, c'est un prêtre anti-sorcier. Donc, il permet de dissiper un sort, et en plus, d'un sorcier, et si le sorcier en question est à 7 ou moins de lui, eh bien, il y a une chance sur 2 de lui faire subir des 3 blessures mortelles. Et pourquoi ça pourrait arriver que notre Lord Veritan soit aussi proche d'un sorcier? C'est parce que grâce à ses 6 points de vie, ses 4 attaques de 3+3+, sa perforation de 1 et ses 2 de dégâts, c'est un personnage qui est fiable au corps à corps pour tuer un sorcier isolé. Et en plus de ça, eh bien, tout comme le Lord Célestant, c'est une figurine qui, lorsqu'il est posé, on lui ajoute un Gryph-hound. Et je vous l'ai dit, les Gryph-hound, ce sont des figurines qui sont très intéressantes, elles ont des aptitudes très intéressantes. Donc le Lord Veritan, c'est un personnage qui a été boudé, et cela n'était pas mérité du tout, parce qu'en fait il était mis en comparaison avec le Lord Relictor, et on a mis le Lord Relictor sur un piédestal, et il ne fallait pas le faire. D'ailleurs, le Lord Relictor, pourquoi il était mis sur un piédestal à l'époque, c'est parce que je vais tout de suite. Alors, attendez, pardon, le Lord Veritan, il a pris en points, si j'ai pas de bêtises. Lord Veritan, à l'époque, il valait 110 points. Lord Veritan, 120 points. Donc c'est aujourd'hui qu'il vaut 110 points. Il vaut 110 points, il a perdu 10 points. En plus, il a perdu 10 points. Vous voyez, j'aurais presque cru que c'était l'inverse, qu'il serait passé de 110 à 120 points. Et bien, même s'il avait pris 10 points, je l'aurais quand même joué dans toutes mes armées. Donc il était mis en comparaison avec le Lord Relictor. Le Lord Relictor, qu'est-ce qu'il a? Eh ben, il a un point de vie de moins et un mouvement de moins que le Lord Veritan. Il tape au corps à corps un peu moins bien, puisque au lieu de faire... et là, ils ont les mêmes caractéristiques, au lieu que de faire 2 points de dégâts, il fait 1 point de dégâts. Donc là, on se dit, bah, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tout le monde l'aimait? Et ben les gens l'aimaient parce qu'il avait son aptitude qui permettait de rendre des 3 points de vie, des 3 blessures aux unités. Clairement, en fait, je vais vous le dire, c'est une figurine qui n'avait d'intérêt que si elle était jouée pour suivre des paladins. Les paladins ont également un mouvement de 4 et ils ont 3 points de vie, donc en fait ça n'avait de sens que pour les suivre. Après il a effectivement son petit sort qui sur du 3+, inflige des 3 blessures mortelles et met un malus de 1 à la touche des adversaires, donc ça faisait vraiment une figurine qui, en accompagnant et en étant protégée par les paladins, et ben, leur permettait d'être soit soignés, soit... de mettre un malus à l'adversaire au corps à corps. Son intérêt également, c'est d'être un prêtre, et donc c'est de pouvoir bénéficier des fameuses prières des Stormcast qui, comme je l'ai déjà dit, sont
assez intéressantes, on les verra plus tard. Donc qu'est-ce qu'il avait pour lui par contre? Parce qu'effectivement, je vous ai vu que à part sa petite prière personnelle, ah oui, alors, c'est ça, en fait, la différence aussi avec l'ordre Véritan, c'est que l'ordre Véritan, eh ben, il lance une prière par phase de magie, phase de héros, c'est la prière qu'on lui a sélectionnée parmi les prières du Battle Tome. Proportionnellement, en fait, l'ordre lector, eh ben, on peut se dire qu'il lance deux prières. Il lance l'une de ses aptitudes et l'une des prières du Battle Tome. Après, comme je vous l'ai dit, la différence, c'est que le Lord Véritan, lui, eh ben, il permet de contrer la magie. Il le fait plutôt bien. C'est son rôle, de contrer la magie. C'est dans son lore, d'ailleurs, d'être un chercheur de magicien damné. Donc, alors, le Lord Lictor, à l'époque, il valait 100 points, sachant qu'il a commencé sa carrière à 90 points. Aujourd'hui, après ça, et donc dans ce Battle Tome là, il en a valu 100, et aujourd'hui, il me semble qu'il a encore pris... Ah non, il n'a pas changé, il est à 100 points, mais je pense qu'il a été monté à 110. Mais non, il vaut toujours 10 points de moins que le Lord Véritan. Donc, en fait, à l'époque, on avait quand même un Lord Véritan qui était à 120 points, et un Lord Lector qui était à 100 points. Aujourd'hui, ils n'ont plus que 10 points de différence. Clairement, pour moi, le Lord Lector perd la comparaison. Ensuite vient le Knight Azyros. Le Knight Azyros, c'est un personnage très intéressant, mais qui est rarement joué parce qu'il est difficile à jouer. Le Knight Azyros, donc, c'est entre guillemets l'équivalent du Lord Castellan, mais avec des ailes. Qu'est-ce qu'il a pour lui? Il a pour lui un mouvement de 12, et c'est finalement un tout petit peu la seule chose qu'il a pour lui. Parce qu'il a une arme de corps à corps avec une portée de 1, 4 attaques en 3+3+, perforation de -1 et dégâts 1, c'est-à-dire en fait exactement la même chose que ce qu'avait l'ordre Lector avant, à la page précédente. Qu'est-ce qu'il a? Il a sa fameuse lanterne, et en fait, cette fameuse lanterne fait que... Et bien du coup, je viens de vérifier quelque chose. Le système de ces fameuses lumières, de ces objets magiques spécifiques au Knight Castellan et au Knight Azyros, et bien je viens de constater que c'était également spécifique au Lord Véritan. Donc qu'est-ce que gagne le Lord Véritan sur le Lord Lector? C'est l'accès à des objets magiques précis que Lord Lector n'a pas. Ce sont ces fameuses lumières. Ah oui, c'est ça, c'est le fameux sceptre du Lord Véritan qui lui permet de... avec cette lumière, cette lanterne spéciale qui lui permet de contrer la magie en tant que prêtre. Voilà, c'est ça son lore. Donc encore une fois, c'est un argument supplémentaire pour dire que le Lord Véritan est supérieur au Lord Relictor. Enfin, en termes de comparaison. Pardon, donc le Knight Azyros, eh ben, l'intérêt c'est d'avoir un porteur de lumière qui va se déplacer très vite avec son mouvement de 12 et qui va voler. Son rôle, ce n'est pas d'aller au corps à corps parce qu'il va se faire dépouiller, le pauvre, malgré ses 5 points de vie, sa sauvegarde de 3+, parce qu'il ne tape pas assez fort. Par contre, eh bien, l'intérêt, c'est que, même passivement, sa présence permet d'ajouter des bonus aux troupes. En fait, vous pouvez relancer les jets de touche de 1 pour les attaques effectuées par des unités amies qui ciblent des unités ennemies situées à 10 ou moins de cette figurine. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que, déjà, l'unité ennemie n'a pas besoin d'être entièrement à 10 ou moins de notre Knight Azyros, et ensuite ça fait que le jet de touche permet de relancer les jets de touche, ça compte au corps à corps et au tir. Et aujourd'hui la méta actuelle étant très axée sur le tir, je vous ai dit un peu plus tôt en parlant du Lord Castellan que les Ancas éternales étaient souvent une armée jouée de manière défensive, et en fait on joue de manière défensive en accent sur les troupes de tir des Stampes éternales, qui sont des troupes de tir qui sont variées et très fortes, très efficaces. Donc le Knight Azyros prend tout son sens. Surtout qu'aujourd'hui on a perdu tous les domaines de magie, et on a notamment perdu le domaine de Ish, le domaine de Ish qui avait un sort très intéressant, qui était ce vengeresse je sais plus quoi, qui permettait de booster les tirs. Voilà, donc le Knight Azyros vient compenser l'absence du fameux sort du domaine de Ish, qui aujourd'hui n'est plus disponible. Alors combien coûtait un Knight Azyros? À l'époque il coûtait 100 points, j'espère qu'il a un peu baissé, parce que non plus il est pas fou. Azyros, il vaut toujours 100 points. Bon voilà, écoutez, personnellement pour moi c'est une figurine qui ne devrait valoir que 90 mois. Mais bon, c'est pas grave. Voilà, comme je vous l'ai dit, il est joué spécifiquement, malgré tout, dans les armées de tir, et je pense quand même qu'il faut qu'il soit accompagné d'une unité de prosécutor pour le protéger, parce qu'il est fragile. Surtout parce qu'en fait il va être isolé, et c'est pour ça qu'il est fragile.
Donc, le Knight Heraldor. Le Knight Heraldor, c'est la fameuse figurine, entre guillemets, d'état-major, avec le musicien des Stormcast. Bon, bah, c'est pas fou, parce qu'il a un mouvement de 5, une blessure de 5, mais en plus, il a qu'une sauvegarde de 4+, et pas de 3+, et en plus, il a une bravoure de 8 et pas de 9. Donc, c'est pas génial. Au corps à corps, il tape pas bien, il a 4 attaques, touche sur du 3+, blessé sur du 4+, donc c'est pas génial le 4+, même s'il y a une perforation de 1 et un dégât de 1, c'est vraiment pas fou. Qu'est-ce qu'il a pour lui? Il a son aptitude magique. Au début de votre phase de mouvement, vous pouvez choisir une unité Stormcast Eternal Ami qui est entièrement à 12 ou moins de cette figurine. L'unité peut se replier et ou courir à cette phase de mouvement et quand même charger au même tour, donc ça c'est bien. Ça c'est bien et c'est entre guillemets ce qui va sauver cette figurine parce que pouvoir se replier et charger, c'est intéressant. À votre phase de tir, choisissez un élément de terrain qui est entièrement à 18 ou moins de cette figurine. Chaque unité ennemie à 3 ou moins de cet élément de terrain subit des 3 blessures mortelles. Comme on sait aujourd'hui qu'il y a énormément de terrain d'éléments de terrain qui peuvent notamment avoir des bonus très intéressants dans une partie d'Age of Sigmar. Cette aptitude est également intéressante. En fait, quel est son rôle All Knight Heraldor? C'est de rester planqué derrière vos troupes pour pouvoir leur permettre soit de fuir et de contre-attaquer, soit de fuir tout court et de courir et de foutre le camp rapidement d'un corps à corps qui les gênerait. Et en plus, eh bien, ça fait en général une moyenne de 1 à 2 petits dégâts aisément attribués à au moins une, si ce n'est 2 unités ennemies à tous les tours. C'est pas fou, mais on va dire que ça sauve un petit peu l'unité. Le Knight Heraldor, normalement, ne vaut pas trop cher en termes de points. Je crois qu'à l'époque, il était à 90 points. Je vais vous dire ça. C'était 100 points. Bon, pour moi, c'est 10 points trop cher. Combien il vaut aujourd'hui? Il vaut toujours 100 points, il n'a pas changé, comme je le dis, je pense que c'est comme le Knight Azyros, il est 10 points trop cher. Alors, vient ensuite l'une des figurines préférées des joueurs de l'ordre en général, c'est le Knight Incantor. Pourquoi les gens l'aiment bien? Bon, il a ses 5 points de vie, son mouvement de 5, son sauvegarde de 3+, et sa bravoure de 9, mais pourquoi on l'aime bien? On l'aime bien pour 2 raisons. Déjà parce qu'en fait il tape de manière à peu près correcte au corps à corps, notamment parce qu'il a une portée de 2 avec son bâton. Alors même s'il a un marteau ou une épée accrochée sur lui suivant le modèle de la figurine, il ne frappe qu'avec son bâton. Et en fait cette portée de 2 lui permet en fait d'avoir un impact au corps à corps en étant planqué derrière une unité de Liberator ou de Sekitor. Mais pourquoi on l'aime bien? On l'aime bien spécialement parce qu'en fait il a ce fameux parchemin magique, et ce fameux parchemin magique qui permet donc de contrer la magie. Avec son équivalent nommé, le Knight Incantor est le seul à avoir ce fameux PAM, le parchemin d'anti-magie. Donc c'est pour ça qu'on l'aime bien. On l'aime bien parce que c'est une figurine qu'on peut planquer facilement et qui est, en tant que sorcier de niveau 1, un personnage qui en plus permet de dissiper n'importe quel sort. Alors attention, il existe quelques sorts ou quelques sorciers, quelques personnages nommés dans le jeu qui ont des aptitudes très particulières qui vont contrer les effets du PAM. Ils sont très rares et je ne les ai pas en tête. Voilà, vous avez peu de chances de tomber sur eux. Voilà. Et grâce à ça, c'est un personnage qui est souvent pris en tant qu'allié dans les armées de l'ordre. Alors le Knight Incantor à l'époque il valait 140 points. Si je dis pas de bêtises, je vérifie, 140 points. Et aujourd'hui il est descendu à 120 points, c'est ça? C'est ça, il est descendu à 120 points, je vous le confirme. Donc c'est 20 points de gagné. Cumulé, tout ça, ça devient intéressant. Voilà, Knight Incantor, c'est une figurine qu'on joue très souvent. Voilà, ça c'était le sorcier de base qu'on voulait avoir. Comparativement, comme je vous ai dit, au Lord Arcanum à pied, c'est le Knight Incantor qu'on joue. Et comparativement au Knight Exorcist aussi, qui est nul. Et même s'il y a 30 points de différence, on jouera quand même le Knight Incantor. Ensuite vient une autre déception, c'est le Knight Questor, la figurine qui vient de ce fameux jeu, qui est le jeu qui m'a fait me réintéresser très sérieusement à Age of Sigmar et tout simplement au Wargame de figurines en général. C'est Silver Tower et donc le Knight Questor. Le Knight Questor qui à l'époque valait 100 points si je ne dis pas de bêtises. Je vous le confirme tout de suite, Knight Questor 100 points. Et aujourd'hui le Knight Questor il vaut toujours 100 points, écoutez, je vais vous le dire, c'est 10, même 20 points de trop, à mon avis, pour ses caractéristiques. Donc, il a mouvement de 5, blessure 5, sauvegarde de 3+, heureusement, et une bravoure de 8, et non pas de 9.
Au corps à corps, il tape correct, sans plus, donc 4 attaques, 3+, perforation de 1, dégâts 1, c'est-à-dire qu'en fait, comme tout le monde, c'est-à-dire qu'en fait, proportionnellement, le Knight Incantor qu'on a vu avant, et ben, il frappe plus fort. Qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qu'il y a de particulier? Si jamais il a sa frappe fulgurée qui fait que si il touche au corps à corps et qu'il... Non, son jet de blessure, même pas pour toucher de blessure, donne un 6, il fait 2 dégâts au lieu de 1, c'est vraiment pas fou. Défi héroïque, ça lui permet en gros de provoquer un héros adverse, donc uniquement un héros adverse, et après il a un bouclier de Silmarite qui, au lieu de relancer les 1, permet de relancer tout court les jets de sauvegarde. Vraiment, c'est pas génial. Il lui manque quelque chose pour le rendre vraiment intéressant. Notamment, je pense qu'on pourrait rajouter une petite règle. Alors, déjà, il coûte trop cher. Enfin, déjà, clairement, il coûte 20 points trop cher pour ce qu'il fait. Et en plus de ça, je pense qu'on pourrait lui mettre une règle en rapport avec son lore, qui serait par exemple, comme le principe du Night Questor, c'est de rechercher soit à tuer un héros à une cible particulière, soit de chercher des objets précis, il pourrait avoir une règle qui serait que si le Night Questor a tué un adversaire précis, eh bien, au cours de un héros adverse précis au cours de la partie, eh bien, il rapporte un point de victoire supplémentaire, ou par exemple, chaque tour passé près de l'objectif principal fait qu'il rapporte un point de victoire supplémentaire. Je sais pas, c'est peut-être con, mais ça rendrait cette figurine hyper intéressante, et ça correspondrait logiquement avec son lore. Voilà. On arrive au bout de nos héros, nom de Dieu. Qu'est-ce qu'il y a comme héros dans cette faction? Le Knight Venator, qui est personnellement l'un de mes petits chouchous, avec, comme tout à l'heure, le Knight Véritan. Le Knight Venator, qu'est-ce qu'il a? Donc c'est le deuxième héros avec des ailes. Celui-là, c'est un sniper plutôt efficace. Donc mouvement 12, blessure de 5, sauvegarde de 3, plus bravure de 9, mais on s'en fout parce que c'est pas son rôle de prendre des dégâts, même si au corps à corps il se débrouille, je dis bien il se débrouille, mais néanmoins c'est pas fou, on s'en tape, ce qu'on veut c'est qu'il tire, et il tire bien, le bougre. L'intérêt c'est que il est accompagné d'un petit piaf et qu'il a une portée de 30. Le petit piaf il touche pas très, c'est pas fou, hein, c'est en 4+ pour toucher, mais son intérêt c'est que si on fait un 6 sur son jet de blessure, donc sur la deuxième partie, on a une perforation de -3 au lieu de que dalle. Alors vous allez me dire, on a quand même que 50% de chance d'avoir pas mal d'attaques qui passent en 3+, mais c'est-à-dire qu'en fait, en gros, on va avoir une à deux attaques qui vont passer en blessure. C'est pas génial, et on est d'accord, de toute façon, ce qui nous intéresse, c'est l'arc du chasseur lui-même qui est sur du 2+, 3+, perforation de 1, dégâts 1, portée de 3. Et notamment sa fameuse flèche astrologienne qui permet de faire des 6 dégâts plus 3. Et je vais vous le dire, je n'ai jamais passé cette flèche de toutes mes parties. À chaque fois sur le jet de blessure, donc en fait c'est un tir unique, donc en fait sur du 2+, 3+, eh bien en fait je n'ai jamais passé cette flèche, je n'ai jamais réussi à faire ce fichu bordel de 3+ pour blesser avec cette flèche. Voilà. Mais c'est une figurine que malgré tout je joue parce que... alors à l'époque il coûtait 120 points ou 110, je vais vous le dire. Knight Venator. Hop, 120 points. Est-ce qu'il a changé? Knight Venator, il en coûte 110, donc en plus il a perdu 10 points. C'est très bien. Voilà, bah voilà. Moi c'est une figurine que je joue systématiquement, quasiment. Voilà. Vient alors le Knight Vexillor, l'autre partie de l'état-major de héros. Alors je vous dis ça, mais en fait, attention, hein, ça se joue pas simultanément avec le Knight Heraldor qu'on a vu plus tôt. Hein, ce sont des figurines dissociées. Donc le Knight Vexillor, qu'est-ce qu'il a pour lui? Il a pour lui d'être une figurine qui est totem. Donc il a un mouvement de 4, donc c'est pourri, mais il a une blessure de 5, une bravure de 3+, et une sauvegarde de 3+, c'est la différence de son compagnon qui est lui une sauvegarde de 4+. Faut que j'arrête de dire compagnon, ils ne se jouent pas ensemble. Donc le Knight Vexillor, donc c'est un totem, ça veut dire qu'il a accès, il porte une bannière et il a accès à des bannières spécifiques dans les objets magiques. Et il a en plus de base le choix entre deux bannières dans ses aptitudes, l'étendard météorique ou le penon héros de l'orage. En général, on joue le penon du héros de l'orage. Pourquoi? L'étendard météorique, c'est une fois par partie, on peut balancer sur le champ de bataille à 24 pouces de lui
toutes les unités à 2d6 de cette figurine se prennent D3 blessures mortelles. Donc ça veut dire qu'en fait on peut à 2 pouces de ce point d'impact faire une blessure mortelle, ou à 12 pouces faire 3 blessures mortelles, et shooter également nos troupes si on se débrouille mal. Bon, je dis ça, mais en vrai c'est plutôt pas mal. Mais ça se fait qu'une seule fois par partie, ça se ferait à tous les tours, ce serait déjà beaucoup plus intéressant. Malheureusement, ça ne se fait qu'une fois par partie, et ensuite vient le pénon du héros de l'orage, qui est ça beaucoup plus intéressant, même si ce n'est également qu'une fois par bataille. Et bien l'intérêt, c'est de pouvoir dégager une unité à soi et de la repositionner à 9 d'unités ennemies n'importe où sur le champ de bataille. Et ça, c'est vachement bien. Et notamment, déplacer une unité et la replacer n'importe où sur le champ de bataille, ça peut faire la différence entre victoire et défaite. Alors que je pense que l'étendard météorique, ce n'est pas du tout une aptitude qui permet de faire la différence entre victoire et défaite. Pourquoi déplacer une unité, ça fait la différence entre victoire et défaite? Je vais vous le dire tout de suite. On n'arrête pas de le dire, enfin sur Fresh One Cap Studio, ils n'arrêtent pas de le dire, Age of Sigmar est un jeu de mouvement, et c'est vrai. Pourquoi c'est un jeu de mouvement? Parce qu'il faut réussir à repositionner ces unités systématiquement autour des objectifs, et notamment parce que dans beaucoup de scénarios de champ de bataille, eh ben, la valeur des objectifs varie au tour par tour. On peut encaisser énormément de dégâts et perdre beaucoup de figurines. Si on tient les objectifs, la majorité des objectifs au cours du champ de bataille, c'est nous qui gagnons le scénario. Au cours de la partie et pas au cours du champ de bataille, n'importe quoi. Bon, bref, l'intérêt de pouvoir déplacer ainsi une unité n'importe où sur le champ de bataille, ça permet de rapatrier une unité qui se serait éloignée ou qui serait sur un objectif qui ne vaut plus rien pour être repositionnée sur une unité, sur un objectif qui vaut des points. Ou les remettre en position pour pouvoir le faire à la phase de charge suivante. Donc voilà, c'est tout l'intérêt de ce truc-là, sachant que... Bon, par contre, voilà, c'est ça. Je vérifiais bien, cette action ne se fait qu'à la fin de la phase de mouvement, hein, elle ne se fait pas à la phase des héros. Ça aurait été vraiment cheaté qu'elle se fasse à la phase des héros, parce que du coup ça n'aurait pas empiété sur la phase de mouvement de l'unité déplacée, mais non, là, du coup ça va prendre la place de son unité, de sa phase de mouvement. Voilà. Le Knight Vexillor, je crois qu'il vaut un peu de points, je crois qu'il va aller 120 ou 110 points. Il valait 120 points, c'est bien ce que je dis. Et aujourd'hui, le Knight Vexillor, il en vaut 110. Donc effectivement, il a perdu 10 points. C'est normal, ça correspond avec tout ce qui s'est passé. Ensuite vient le Gryph-hound et le Knight Zephyros. Je vais commencer par le Knight Zephyros et je ferai le Gryph-hound en dernier. Donc le dernier héros de cette liste, c'est le... Je vérifie. Non, ce n'est pas le dernier héros, il restera... le Knight Zephyros. Le Knight Zephyros, donc c'est l'équivalent de Nyx Black Talion en pas nommé. La différence, c'est qu'elle a une attaque de moins et un point de vie de moins. Sinon, dans l'ensemble, c'est quasiment les mêmes règles. Leur intérêt à toutes les deux, c'est qu'elles peuvent courir et tirer au même tour. Après, leurs tirs sont pas foufou parce qu'ils n'ont pas de perforation. S'il y avait ne serait-ce qu'une perforation de 1 sur leur tir, je trouverais ça plus sympa. L'intérêt, c'est que Nyx Black Talion, elle coûtait avant 120 points, maintenant 110 points, et le Knight Zephyros, lui, il coûte toujours 10 points de moins que Nyx Black Talion, donc aujourd'hui, elle coûte 100 points. Comme je l'ai dit, je trouvais que Nyx Black Talion était un peu cher, et bien, parallèlement, je trouve que du coup, le Knight Zephyros est aussi un peu cher. Je pense qu'à 100 points, c'est 10 points de trop. Ensuite, on va maintenant voir effectivement le dernier héros de cette liste, le Drake Sworn Templar, qui est donc mis en comparaison avec le Lord Célestant sur... qu'on appelle ça, son truc... sur Star Drake, c'est ça. Donc le Templar, en fait, c'est l'équivalent du Lord Célestant sur Star Drake. Pour moi, en fait, je trouve que c'est con, mais c'est une figurine qui est plus intéressante que son équivalent Lord Célestant. Hop là, pardon pour la coupure. Je disais donc que pour moi, le Templar est plus intéressant que le Lord Célestant. Pourquoi ? Bah, en fait, ils ont les mêmes points de vie, la même sauvegarde, la même défense, etc. La différence, c'est que le Templar, lui, il n'a pas d'aptitude de commandement, mais il vaut beaucoup moins cher, mais il a par contre un super arc Skybolt. Et le super arc Skybolt, donc il a une portée de 24, il touche à 3+, blesse 3+, perforation de 1, dégâts 1, c'est pas fou, vous allez me dire, mais si on obtient une ou plusieurs touches avec l'arc Skybolt, vous ajoutez un au jet de touche pour les attaques effectuées par l'unité Dracosian Guard ami qui cible cette unité ennemie jusqu'à la fin du tour. Donc l'intérêt, en fait, c'est de le faire accompagné par des gros bestiaux que sont les Concussors, les Désolators,
et les Fulminators. Et également les Tempestors. Comment ça se fait? Ah, il y a 4 unités sur Dracoth. Autant pour moi, je crois qu'il y en avait 3. J'oublie toujours qu'il y en a qui ont des flingues. Bon, bref, quoi qu'il en soit, ça en fait une unité qui vaut beaucoup moins cher que son équivalent avec aptitude de commandement. C'est-à-dire qu'ils avaient 100 points d'écart, c'est quand même pas négligeable. On passe de 560 à 460, ça c'était avant. Aujourd'hui, on est de 500 points à 420 points. Donc effectivement, on a quand même 80 points de différence entre les deux. 420 points, c'est déjà légèrement plus jouable que 500 points, je trouve personnellement, pour en plus avoir des aptitudes qui sont sensiblement les mêmes, avoir la différence de l'aptitude de commandement. Pour moi, 80 points, c'est plus intéressant de jouer le Templar, sachant qu'il a autant de résistance qu'on a son équivalent. Que son équivalent Célestan, sachant que lui aussi c'est un héros, donc il peut avoir des objets magiques, et en plus, il monte, comme je l'ai dit, un Stardrake, et les Stardrake ont des compétences personnelles, enfin des bonus de monture très intéressants. Voilà, ça c'était les héros des Stormcast Eternal. On a vu qu'ils avaient majoritairement tous perdu des points, et je vous ai quand même cité ceux qui pour moi avaient du sens dans leur gameplay, et ceux qui en avaient moins. Enfin vient la dernière unité associée aux héros, qui sont les Gryph-hound. Les Gryph-hound qui sont une unité vachement bien, mais qui pour moi est trop chère. Alors c'est une figurine qui a un mouvement de 9 et une blessure de 3, une bravoure de 6 et pas de sauvegarde. C'est à peu près logique, même si je trouve qu'avec leurs 3 blessures, je trouve que c'est peu justifié, étant donné que ce sont des figurines qui sont plutôt frêles. Mais c'est pas grave, c'est pas pour ça qu'on les joue. On les joue notamment parce qu'ils ont des aptitudes vachement bien. Et qu'est-ce qu'on aime chez eux? C'est l'attaque au passage. Chaque fois que cette unité attaque, elle peut effectuer un mouvement de repli immédiat, après que toutes ces attaques aient été résolues. Ça veut dire que dans un corps à corps à peu près bien géré, eh bien, elles peuvent éviter de se faire cogner en retour. C'est presque mieux qu'un repli. Voilà. Bon bah alors qu'est-ce qui se passe de particulier? Bon, ils ont que 4+ pour blesser, c'est pas génial, mais bon, vous me direz, c'est que des clébards. Ils ont un alpha qui a plus une attaque. Oui, bon bah voilà. Et il faut au moins 3 figurines, et ça c'est pourquoi on dit ça, parce que en fait, lorsqu'on fait venir un Gryph-hound avec un Castellan ou un Lord Veritan, eh bien le Gryph-hound qui est posé n'est pas un alpha. Voilà. Il n'a pas 3 attaques, il n'a que 2 attaques. Et après, l'intérêt, c'est le cri d'alarme. Si une unité de réserve ennemie, hein, voilà, c'est pour contrer les frappes en profondeur ennemies, et bien, une unité entièrement à 9 moins de votre Gryph-hound peut utiliser ses attaques. Attendez, je ne vais pas dire de bêtises. Si une unité de réserve ennemie est placée sur le champ de bataille pour la première fois à 10 ou moins de cette unité, donc de Gryph-hound, les unités amies Stormcast qui sont entièrement à 9 ou moins de cette unité peut attaquer l'unité ennemie avec toutes ses armes projectiles. Une unité qui utilise cette aptitude pour attaquer une unité de réserve ne peut pas utiliser à nouveau pour attaquer une autre unité de réserve de la même phase. On est d'accord, effectivement. Tu ne peux shooter qu'une seule unité en frappe, qui vient de faire une frappe en profondeur à la fois avec une même unité, mais c'est quand même vachement bien de faire ça. Ça permet notamment de protéger nos troupes à l'arrière des frappes en profondeur adverses qui vont immédiatement essuyer des tirs en pleine tête. Donc ça, c'était pour les troupes alliées. Combien de temps j'ai parlé? Oh, ça va, j'ai parlé à une petite trentaine de minutes. Qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que je passe aux troupes Non, on va faire une petite pause maintenant et on passera aux autres unités après. A plus tard. L'unité de Steelheart, bien entendu, voilà, il leur manque un point de vie par figurine, il leur manque le fait qu'ils coûtent, je pense, 10 ou 20 points trop cher, et que ça ne puisse pas être des lignes dans une